Dans les épisodes précédents, nous avons beaucoup discuté de l'épanouissement des collaborateurs au sein d'un projet collectif, mais aussi de l'impact que pouvait avoir cet épanouissement. On en a longuement discuté avec Hubert de Boisredon, Louis Faure, mais aussi avec Jacques Lecomte qui justement nous avait conseillé de nous tourner vers vous, Gila Clara. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être en votre compagnie, Gila Clara Kessous. Vous êtes coach de personnalité influente, artiste, actrice, nommée artiste et ambassadrice de l'UNESCO pour la paix, on y reviendra. Avec vous, on va approfondir cette réflexion autour de la raison d'être de l'entreprise. En allant encore plus loin, est-ce que l'une des finalités de l'entreprise ne serait pas également de contribuer à la paix? Rien que ça, ambitieux, mais pourquoi pas? On le sait, aujourd'hui, l'entreprise est un lieu de rencontre. C'est un lieu d'échange, de débat, de compromis, de projet. L'entreprise aujourd'hui, mais comme la société au global, elle se doit de trouver un équilibre entre l'épanouissement de l'individu et du collectif. Notre sujet du jour sera donc le suivant. Est-ce que l'entreprise peut être un lieu de rencontre où commence la paix? Gila Clara, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? avec grand plaisir. Je m'appelle Gila Clara Kessous, je suis coach exécutif en entreprise et artiste de l'UNESCO pour la paix. Du coup, à propos de votre parcours, Gila, qu'est-ce qui vous a conduit à ce positionnement? À la fois sur votre métier de coach que vous êtes, et puis à la fois sur votre rôle en tant qu'ambassadrice pour la paix. Le fil rouge pour moi, c'est le théâtre. Et le D'accord. théâtre, pas seulement en tant qu'art, mais art total. Pour moi, le théâtre, c'est une sorte de mini-société dans lequel on évolue en solidarité les uns avec les autres. Il suffit de voir ce qui se passe lorsqu'un acteur a un trou noir et voir comment est-ce que l'autre immédiatement va lui tendre la main, va faire en sorte de pouvoir l'aider. Pourquoi? Parce qu'on a un public, donc on a une menace, on a un danger commun. Donc en tant que comédienne, metteur en scène, suite au conservatoire, j'ai tout de suite eu conscience que cet art qu'est le théâtre, l'art de se mettre à la place, l'art de pouvoir jouer la réalité tout en la rembobinant quand on le veut, l'art de pouvoir maîtriser un scénario, l'art aussi de pouvoir avoir une conscience du corporel, plus le mental, aller plus loin en fait que simplement le côté artistique. Et j'ai voulu utiliser le théâtre pour le mettre au service des personnes qui devaient prendre la parole. Donc des personnes victimes de syndrome post-traumatique. J'ai beaucoup travaillé avec des survivants de génocide, des survivants de violences extrêmes. Et donc j'ai fait mon doctorat avec le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, sur ces questions. Comment est-ce que le théâtre peut aider des survivants de génocide, non seulement à faire la catharsis, donc pouvoir essayer de créer une résilience pour aller plus loin par la parole, par l'expression, et puis comment essayer de travailler contre la désinformation au niveau du public. Donc comment mieux dire. Et donc à partir de là, en fait, j'avais les outils nécessaires pour pouvoir aider l'autre, mais de façon différente. Et c'est en arrivant à l'université d'Harvard, où on m'a invitée pour pouvoir enseigner un cours, théâtre et droits humains, que j'ai eu la chance de rencontrer ceux qui seront en fait mes, inspirations dans le coaching. Tal Ben-Shahar, le fameux professeur de psychologie positive, William Ury, qui m'enseignera, les techniques de négociation, puisque c'est lui qui est l'initiateur de la négociation gagnant-gagnant. Et puis un autre grand monsieur que je n'ai pas rencontré à Harvard Université, mais à qui je dois de nombreuses choses, c'est Paul Ekman, le spécialiste d'intelligence émotionnelle. Et donc aujourd'hui, je travaille avec le coaching sur psychologie positive, négociation et intelligence émotionnelle. Coaching secteur privé, secteur public, formation, coaching individuel. Et puis en 2012, Elie Wiesel, donc le prix Nobel de la paix, qui a été mon directeur de thèse, m'a recommandé auprès de la directrice générale, Irina Bokova, de l'UNESCO à l'époque, en 2012, pour que je fasse partie de ce pool, donc de ce petit groupe d'ambassadeurs de bonne volonté qui travaillent directement avec la direction générale. Vous avez des ambassadeurs de bonne volonté très connus, hein, comme Claudia Cardinal ou Céline Dion. Et puis vous avez des personnes beaucoup moins connues qui travaillent avec justement le sport ou l'art pour faire rayonner les valeurs de l'UNESCO. Et donc c'est ce qu'on appelle les artistes de l'UNESCO pour la paix. Et c'est ce que je suis. D'accord, ok, merci. Très intéressant, ouais. Super d'arriver comme ça par cette catharsis et ensuite, du coup, au coaching. Et justement là-dessus, euh, qu'est-ce qui vous anime vraiment dans ce rôle de coach? Quelles sont vos aspirations profondes, vous, qui vous tirent, et qu'est-ce que vous voulez apporter, en fait, à ces personnes influentes que vous allez coacher dans le monde de l'entreprise ou dans la société, dans le monde politique?
Alors, il faut quand même que j'explique que, avant le doctorat, j'avais fait, une école de commerce, l'ESSEC, justement pour avoir des notions de production culturelle. Pour monter un spectacle, je ne savais pas ce que c'était qu'un budget et donc j'ai choisi de pouvoir faire l'ESSEC, un MBA généraliste. Et puis après avoir pleuré, parce que j'étais une pure littéraire, hein, conservatoire, puis classe prépa, après avoir pleuré sur la comptabilité, la finance, j'ai su ce que c'était que, voilà, un business plan et j'ai commencé à pouvoir, monter mes propres budgets pour avoir en fait l'autonomie nécessaire pour avancer. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois le monde de l'entreprise. Ça a été très Pourquoi? douloureux Ouais. parce que déjà le premier effort de pouvoir sortir de chez soi alors qu'on est complètement en classe préparatoire, biberonné on va dire au concept. Déjà l'école de commerce venait me donner une sorte de coup de fouet au visage en me montrant ce que c'était que la vie en communauté. Avec, tout le positif et tout le négatif, hein, avec des soirées où moi j'hallucinais, vis-à-vis de Mhm. la capacité qu'il y avait à pouvoir se lâcher, c'est le cas de le dire. Et puis, en même temps, j'ai fait admis sur titre, c'est-à-dire que je suis rentrée directement en deuxième année, donc l'intégration était très différente, hein. Ouais, plus difficile. Ouais, on nous regardait déjà avec beaucoup de méfiance. Et puis, première expérience, en entreprise, je me rappelle très bien, puisque je faisais l'apprentissage, c'était à 3M, à Cergy. Et j'avais la lourde tâche de travailler sur la question des brosses, plus ou moins abrasives, n'est-ce pas? Que 3M proposait, puisque vous savez que 3M, ça fait partie, de ce groupe qui développe, les éponges, vous savez, avec le côté, grattant, et cetera. Et et là, je suis tombée sur une directrice de stage qui me donnait à faire, bien sûr, des photocopies, heu, des traductions, bref, tout ce qu'on donne à un stagiaire, le café. Et je me suis trouvée d'un appauvrissement intellectuel. Moi qui venais vraiment découvrir ce monde-là, je sentais que je pouvais apporter plus. Mais bien sûr, eu égard à mon inexpérience et à mon jeune âge, on m'écoutait pas. Donc j'étais complètement dans une sorte de piège où j'étais utilisée comme quelque chose qui devait porter une utilité au collectif, mais qui était sous-employé. Et cette première expérience, d'entreprise m'a vraiment marquée. Ce qui fait que lorsque je vais revenir en entreprise, hein, avec, la proposition de Tal Ben-Shahar pour pouvoir faire du coaching, où il va m'expliquer que donner la parole aux grands brûlés, c'est très bien, mais donner la parole aux personnes qui doivent prendre des décisions, c'est vraiment ça qui va faire un changement sociétal. J'oublierai jamais cette expérience-là. Et quoi qu'il arrive, une des premières questions que je pose lorsque j'ai quelqu'un en face de moi en termes de coaching d'entreprise, c'est la raison d'être, c'est le sens, Mhm. c'est qu'est-ce que vous vous sentez capable d'apporter, hein, au niveau du collectif. Avec le fameux exercice, peut-être vous le connaissez, d'ikigai, Mmh. Mhm. d'accord? Où Sûr. là, on vous pose les 4 questions fondamentales. Qu'est-ce que vous aimez? Heu, quelle est vos facilités, hein, quel est votre don? Et puis, pourquoi vous êtes Pourquoi vous? payé? Et ce que vous pouvez apporter, ensuite, à la société. Et ce qui est formidable, c'est que lorsque je pose ce genre de questions à mes coachés, la première question sur «Qu'est-ce que vous aimez?» me regarde avec des grands yeux. Mhm. Mmh. «Qu'est-ce que j'aime?» C'est une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser. «Mais pas du tout. Ouais. J'en sais rien ce que j'aime, je sais pas». Et donc quelquefois, c'est assez, révélateur. Et puis alors, lorsqu'on a le «Qu'est-ce que j'aime?» et puis justement la distorsion avec ce pourquoi je suis payé, bah, faire des tableaux Excel, Mmh. ou alors, bah, faire des dossiers ou faire des présentations. On voit là déjà qu'il y a un paradoxe fondamental vis-à-vis de la capacité à l'entreprise de pouvoir réunir des talents et des forces de chacun. Et c'est ce que nous apprend la psychologie positive. Vous avez eu Ouais. Jacques. le plaisir de recevoir Jacques Lecomte. C'est vraiment comment chacun a la capacité non seulement de se tourner sur le pourquoi ça va pas, mais sur comment ça peut aller mieux à partir du terreau que je suis. C'est-à-dire comment est-ce que les forces que j'ai, et chacun en a. Moi, j'ai des personnes qui me disent non, non, mais moi je suis nulle là-dedans, Mhm. surtout la prise de parole en public quand j'arrive avec ma caméra. Mmh. Je peux vous dire que les gens tremblent. Mhm. Et petit à petit, on se rend compte qu'en fait, plutôt que de se forcer à aller vers des choses qu'on n'aime pas, essayons de voir qu'est-ce qui m'épanouit pour arriver jusqu'à cette notion de flow qui fait que, bah, en fait, je fais la chose en oubliant même le temps qui passe. Je suis tellement immergée dans ce que je fais qu'on peut me demander autant de fois que possible parce que ça me met en énergie. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'apporte en entreprise? J'apporte la capacité théâtrale de se mettre à la place d'eux. Et c'est vrai que ça, c'est assez singulier. Beaucoup de personnes me demandent de travailler leur négociation, ou même, la prise de parole, que ce soit devant un grand
public ou alors un petit auditoire. Et c'est vraiment, mais avant tout, à votre avis, mettez-vous à la place d'une personne qui vous écoute. Qu'est-ce que vous leur apportez? Mmh. Et je leur explique toujours cette règle fondamentale de la communication. La communication n'est pas l'information. Mmh. La communication n'est pas l'information, c'est le traitement de l'information. Mettez-vous à la place de la personne qui vous écoute et essayez de traiter les informations brutes que vous allez donner pour voir en quoi ces informations sont intéressantes, sont nécessaires, vont faire en sorte de changer la vie de la Mmh. personne qui vous écoute. Mmh. Parce que, je le dis toujours au théâtre, le public paye son silence. C'est vrai. Ouais. Le Complètement. public paye pour pouvoir se taire pendant 1 heure et demie, Mmh. 2 heures et être transporté. Ouais, c'est marrant, Je ne ouais. sais pas si vous avez déjà été au Festival d'Avignon. Non, Et quand le malheureusement. public paye très cher pour aller au Palais des Papes, Mmh. qui est, bon, on va dire, le cœur du Festival d'Avignon, j'ai déjà vu un public très mécontent qui lançait des canettes de coca, alors vides, sur les acteurs qui étaient dénudés, parce que c'est vrai que c'est comme ça que le Festival d'Avignon fait toujours un peu scandale. Mais bon, lorsque vous prenez la parole en public, en entreprise, ou même dans le secteur privé, en tant que ministre, vous prenez quelque chose qui est plus cher que l'argent de votre Ah oui, le public, temps. le temps. Vous êtes déjà mis à la place de votre public en vous imaginant qu'est-ce que le public aurait bien pu faire. Les emails qui auraient pu être répondus, les coups de téléphone donnés à la famille, éventuellement les choses du quotidien. Vous leur volez du temps, vous devez avoir un retour sur investissement. Mmh. À chaque parole prononcée, c'est quelque chose qui doit enrichir l'autre, qui doit lui permettre d'aller plus loin dans le rapport à l'intellect. Et tout cet apport-là que vous nous décrivez et que vous essayez justement d'apporter aux personnes que vous coachez, c'était déjà ça que vous aviez identifié chez 3M quand vous sentiez qu'il y avait un manque d'utilisation du coup de ce que vous pouviez, de vos compétences. C'était une vocation hyper tôt, j'ai envie de dire. Je sentais bien que c'était quelque chose qui était de l'ordre de la sous-exploitation. D'accord. Sous-exploitation, vraiment. Je sais combien c'était horrible de pouvoir aller à la cantine d'entreprise, à entendre d'autres personnes parler. Puis en plus, il y avait, moi je venais d'un milieu quand même ultra protégé, donc il y avait beaucoup de sous-entendus sous la ceinture, beaucoup de machisme. Mmh. Donc moi, je m'enfermais dans la salle de piano. J'avais trouvé une salle de piano et je le jouais du Mmh. Ouais. Chopin, malheureuse Ah à en OK. pleurer d'être dans cette entreprise de brosse qui me... Bon. Mais c'est vrai que je me disais, mais quelle sous-exploitation! On D'accord. aurait trouvé quelque chose qui m'aurait permis de pouvoir travailler n'importe quoi, hein, que ce soit un développement d'un nouveau projet, que ce soit... je me serais dissoute en termes de temps à Mmh. l'intérieur. Et c'est vrai que du coup, je m'étais dit: «Ah non, l'entreprise, c'est vraiment quelque chose auquel je ne reviendrai pas» et c'est drôle parce que finalement, c'est ce qui me fait vivre et Ouais. c'est ce que je peux apporter aujourd'hui, assez fièrement. C'est cette notion de sens et je le vois beaucoup avec des personnes qui sont entre guillemets «passives». Et c'est ça qui vous plaît justement dans ce métier maintenant? C'est ça que Oui, vous allez chercher? Ouais, c'est ce qui me plaît beaucoup ouais. parce que les personnes qui sont passives, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Comment travailler avec les comportements d'obstruction?» Mmh. D'ailleurs, je vous conseille vivement de lire un livre fascinant de William Horry qui s'appelle «Comment dire non, refuser sans offenser». Mmh. C'est là où on apprend tout ce qui touche au comportement d'obstruction, comment gérer la passivité, l'agressivité et la manipulation. Eh bien, on se rend compte que la passivité, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas les capacités. Au contraire, c'est une personne qui va tellement vite qu'en fait, elle se dit, mais je vais travailler au dernier moment. Parce que s'ils voient que D'accord. j'arrive à me donner mon maximum, ils vont m'en redemander. Donc, on va essayer de faire les choses Mmh. lentement, faire semblant de ne pas comprendre. Puis quand il faudra vraiment que je travaille, tac, là, on fait un simple mouvement. Donc, cette notion de sous-exploitation, il n'y a rien de pire. Vous savez, on parle de burn-out, mais on parle aussi de bore-out. Bore-out. C'est Mmh. Ouais. exactement ça. C'est pas toujours qu'être conscient de ça, ça peut être aussi, peut-être, ne pas être passionné par ce qu'on fait et cetera. C'est Ça peut, d'autres choses. ça Ouais. peut. Après, la vraie question, c'est si on se lance dans un travail sans être passionné, Mmh. est-ce qu'on a de quoi se nourrir Mmh. intellectuellement, Bien sûr. psychologiquement, ailleurs? OK. Ouais, Parce qu'on merci. passe aujourd'hui quand même le plus clair de son temps au travail. Ça, c'est évident. Vous parlez souvent de leadership de cœur. Qu'est-ce que, ça sous-entend et dans quoi dans votre métier effectivement, ça entre en interaction avec vos interlocuteurs? Alors le leadership de cœur, c'est en fait en lien avec ce qu'on appelle le artificial intelligence, l'intelligence non pas artificielle, mais du cœur, l'intelligence qui touche au côté humain. Alors je sais que le mot humanité est très galvaudé, surtout en entreprise, où on me dit, mais enfin, comment est-ce qu'on pourrait imaginer, alors qu'on est entouré de KPIs, de pouvoir mettre du cœur là-dedans. En fait, tout ce qui va toucher au leadership de cœur touche à l'impalpable.
c'est-à-dire au simple fait de pouvoir montrer qu'on est, tant au niveau de l'empathie que même au niveau de la reconnaissance, hein. Je vois par exemple des bilans qu'on fait chaque année, hein, le fameux entretien annuel. Je vois des personnes mais se décomposer simplement parce qu'il y a eu un point Mmh. qui n'a pas été donné. Mais pour eux, ce point-là, c'était justement ce point de reconnaissance profond qu'ils attendaient. Ouais. qu'ils attendaient et qui les a fait travailler pendant 1 an. Mm. Donc Donc en on touche fait, vraiment à l'émotionnel finalement on plus que. touche profondément à l'émotionnel et on touche justement sur quelque chose qui m'est cher aussi, les fameux KBIs, Mm. les Key Behavioral Indicators. Donc c'est pas seulement des questions de profit, mais des questions de comportement. Qu'est-ce que c'est qu'un leadership de cœur? C'est un leadership qui a compris que dans le comportement même, on continue à travailler dans un monde d'entreprise qui va être plus humain. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le chemin des personnes une façon d'arriver à ces KPIs. En termes de comportemental, au niveau négociation, au niveau communication, au niveau d'intelligence émotionnelle. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on me demande le plus aujourd'hui en termes de formation. Et les groupes avec lesquels je travaille, voilà, c'est des groupes du CAC 40 ou autres. Et qu'ils soient le plus industriels possible. Je travaille avec des entreprises de câbles sous-marins à des choses de plus grand luxe. Donc le secteur apporte peu. Le but, c'est vraiment de faire en sorte, et ça on le voit par rapport à 99% des échecs d'entreprise, ils ne viennent pas d'un problème financier, ils viennent d'un problème relationnel. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ça veut bien dire que c'est par la relation. Là, je fais le lien avec l'UNESCO qui dit c'est dans l'esprit des hommes qu'il Mm. faut cultiver la paix. C'est par les relations en fait qu'il faut travailler la santé d'une entreprise. Donc ces KBI finalement servent cette notion de paix qu'on peut retrouver. Tout Ouais. à fait, de paix, de bonne entente. Parce qu'en fait, bien sûr, si on va, voilà, si on est seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On oublie toujours qu'ensemble, on va plus lentement. Et moi, le nombre de personnes que j'ai dans mon cabinet de coaching qui viennent pleurer en me disant: «Mais enfin, en tant qu'expert, Mm. on m'a embauché en tant qu'expert. Pourquoi on me demande de faire du babysitting, à manager des gens, à vérifier que les uns sont, en copie d'email, Mm. les autres avec des égos parce que j'ai oublié de les inviter à une réunion?» Donc en fait, les personnes ne comprennent pas comment tout d'un coup, au niveau managérial, on leur enlève ce qui fait leur sens, c'est-à-dire leur capacité d'expertise pour le mettre un chapeau de manager qui parfois n'ont pas donné, en pensant que ce sera une façon de monter à l'échelle sociale. Non, Ouais. être manager et travailler en fait à ce lien humain, c'est quelque chose qui s'apprend et justement le leadership de cœur est absolument nécessaire. Mm. Justement, vous parlez des KPIs et du comportement qu'on va chercher justement à développer, chacun d'entre nous. Il faut une grande lucidité, non, pour justement se rendre compte du comportement qu'on a et du coup comprendre comment on va aller chercher cette évolution. Il faut pas de la lucidité, il faut de l'humilité, il faut une acceptation de vulnérabilité et de ne pas se dire qu'on sait tout. Ouais, pour se mettre en mode solution finalement. Ouais. C'est même pas un mode solution, se mettre en mode point d'interrogation. Mm. Mhm. Et se dire: «Je vais retrouver ma capacité d'émerveillement au monde». C'est ce que disait, Mm. heu, le philosophe Alain. C'est vraiment cette capacité de retrouver un émerveillement en ne faisant pas comme si, en se disant: «Je vais détricoter». Voilà, moi quand je vois un collaborateur, une des premières choses que je vais lui dire, c'est tout ce qu'il n'a pas bien fait. Mm. OK? Voilà un automatisme. Mm. Déjà réussir à prendre conscience de l'automatisme, c'est déjà une façon de pouvoir reconnaître, non pas que cet automatisme est mauvais, mais qu'il y a quelque chose en moi qui est engrammé et qui n'est pas forcément la meilleure, marche à suivre. Donc il y a tout un travail à faire de conscientisation. Une fois qu'il y a conscientisation, il y a volonté d'humilité en se disant: «Bon, peut-être que ce dont je viens être conscient pourrait être changé pour le mieux». Et c'est vrai que je le vois en formation, je le dis toujours, il faut que vous acceptiez que ce que je vais vous donner comme, outil de négociation demande à être répété pour que vous puissiez faire autrement. Vous savez déjà négocier, la plupart du temps, je travaille avec des Mm. personnes qui savent négocier. Mais si vous voulez négocier mieux, il va y avoir un moment de flottement. Vous allez vous dire: «Ah, je déteste ces méthodologies, c'est nul». Mais une fois que vous allez accepter de pouvoir prendre ça et puis petit à petit le mêler à votre vie de tous les jours, c'est comportemental. Donc c'est pas quelque chose où je vais revoir mes fiches, qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Non, c'est comportemental. C'est un peu comme On si je vous l'intègre. demandais de travailler, je sais pas, de travailler une nouvelle danse
ou vraiment une nouvelle habilité corporelle. C'est comportemental, ça doit rentrer dans une incarnation profonde de ce que je suis et de comment je fonctionne. Ouais, bah, justement, vous parlez de la danse, donc je fais le lien avec, ce concept dont on avait parlé ensemble au téléphone de management créatif. Qu'est-ce que l'art, peut apporter aux managers, au management et comment cela peut apporter éventuellement de l'harmonie dans les organisations? Alors, l'art apporte cette capacité de point d'interrogation, en fait. C'est-à-dire, on prend une distance et on détricote les comportements que je fais mécaniquement. Quelque chose que tout le monde peut faire, qui est très simple hein, au niveau créativité, c'est d'essayer d'écrire de la main gauche. Ouais. Là, immédiatement, on se dit: «Ah, c'est plus long, c'est fatigant», plutôt que de se dire: «Ah, mais regarde comment j'ai fait le L. Jamais j'aurais pu imaginer que le L puisse se faire comme ça. Il n'est pas parfait, mais il est intéressant». En fait, la créativité va venir du fait de se décaler, de se désaxer en se disant: «Mais finalement, je l'ai jamais fait travailler comme ça, mon équipe. Si je les Mmh. mettais en binôme, ça a l'air bête, mais c'est déjà une première phase de créativité. Mmh. Si je faisais un métaplan avec des post-it en demandant à chacun qu'est-ce qu'il pense, on met les post-it sur un paperboard et puis on voit ce que ça donne, bah, c'est déjà plus participatif. Si jamais, ben, plutôt que tout le monde, se retrouve à la cantine, on puisse commencer à faire, des, trios où tout d'un coup, ben, des personnes vont développer des idées à 3 par rapport à des affinités. Ben, c'est comme ça que Google Maps a existé. Donc en fait, cette créativité, c'est prendre en faisant un point de côté, prendre le temps de se dire: «Et si on faisait autrement?» Mmh. Là aussi, comme on est plusieurs, ça demande, ben, de pouvoir, hem, aller plus loin en allant plus lentement. Mmh. Il y a un énorme travail dans le management créatif, mais dans tout management. Il y a un énorme travail sur soi en termes de patience, je dirais de didactique, de pédagogie. En fait, en tant que manager, vous allez devoir répéter et travailler à faire en sorte de s'adapter et vous allez voir que si vous proposez de la créativité, en fait, l'art est un langage universel. Mmh. C'est un changement de perspective. C'est un Ouais, changement de ouais, bien perspective. sûr. Tout d'un coup, si vous montrez la capacité que chaque personne a à mimer, on va tous se comprendre Bien et sûr. c'est ça, en fait, que le Ouais. théâtre peut apporter. Vous dites montrer, ça veut dire que justement, quand vous amenez à cette notion de créativité, c'est comment vous arrivez vraiment à les embarquer, vos coachés? C'est par justement, cet, exemple du coup que vous allez, enfin des exemples que vous donnez ou c'est vraiment par l'exercice? C'est toujours l'exercice Ouais. et de toute façon, que ce soit la créativité ou que ce soit l'art ou que ce soit le théâtre, moi, il y a une partie ludique Mmh. qui est nécessaire. OK. Il faut qu'on s'amuse et c'est ce qui est peut-être le plus difficile en entreprise parce qu'on arrive, on doit être sérieux quand même. On n'a pas Mmh. toujours le Ah, on a sentiment qu'on peut, ouais. c'est pas seulement qu'on n'a pas sentiment, il y a des personnes qui ne savent même plus. Mmh. Des personnes, excusez-moi, mais qui sourient quand elles sont en représentation et puis après elles ont mal aux joues quand Mmh. même. Ouais. Ça demande, plus de muscles, même si paraît-il, ça demande moins de muscles que de faire la tête. Ah oui. Mais, l'idée en fait, quand on propose une créativité, eh bien, on leur propose de faire quelque chose qui va être engageant au niveau corporel et le mental vient après. Alors Mmh. pour des personnes qui sont hautement intellectuelles, on parle de tout ce qui est élite, au niveau entreprise ou même secteur public, il va falloir que j'ouvre la porte de la créativité par quelque chose qui intellectuellement s'explique, Mmh. rationnellement. C'est-à-dire vous allez faire ça, vous allez être en position d'inconfort, vous allez aller plus loin que vos zones de confort. Mais n'ayez crainte, voilà ce que ça va vous apprendre pour que du coup j'ai des: «Bon d'accord» et là on suit. Ouais. Et bien entendu, quand on me suit, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière que ça va débloquer. Mais il y a toujours ce travail, j'allais dire, d'apport théorique qu'il faut faire avant pour déverrouiller en fait la serrure de créativité. Toute personne qui veut faire de la créativité ne peut pas. Sinon, on va dire: «Ah ouais, il a suivi une formation management créatif, il va nous faire de la poterie». Pff. Non, Ouais. il faut vraiment à chaque fois dire: «Bon, voilà où on en est, voilà ce que ça va vous apporter, voilà ce qui ça va nous permettre de faire», en termes d'intelligence collective, par exemple, pour qu'ensuite, en fait, le corps se mette à bouger. En entreprise, les corps bougent peu. Mmh. C'est vraiment le verrou, Mmh. hein, du rationnel, le verrou de Ouais. l'intellect qui va permettre une incarnation. Je me posais une question, du coup, Guilla, parce que, vous expliquez que vous avez quitté très tôt le monde de l'entreprise et que finalement vous êtes mise, à coacher et à réaliser des formations en entreprise. Qu'est-ce qui déjà, a rendu votre, manière de le faire finalement, la mise en marche de réussite? Est-ce que c'est justement le fait que vous ayez eu, ce regard hors entreprise, tout le temps et que vous ayez peut-être vécu, le monde de l'entreprise un peu comme, quelqu'un qui l'observait, de loin sans vraiment en faire partie? Oui, sans doute. Il faut savoir que quand je quitte l'ESSEC, donc après, le travail à 3M, je me dis que je travaillerai plus jamais en entreprise. Comment dirais-je? L'expérience a été trop douloureuse pour moi.
Donc quand je pars aux États-Unis, je travaillais 7 ans avec Elie Wiesel, j'ai rencontré John Malkovich, donc j'ai continué à travailler le théâtre, et théâtre sociologique en particulier. Et puis ensuite, je vais pas mal voyager, Rwanda, Congo, en particulier sur la question des femmes victimes de violences sexuelles. Je vais rencontrer le docteur Mukwege, autre prix Nobel pour le fameux gynécologue qui répare les femmes. Je vais rencontrer Eve Ensler, l'auteur des monologues du vagin. Donc je vais être très engagée sur la question des droits des femmes. Et quand Harvard Université me propose à la Kennedy School d'enseigner théâtre et droits humains, je suis très loin d'imaginer que j'ai quelque chose à voir ou quelque chose à apporter en entreprise. C'est seulement lorsque je vais suivre le cours de Tal Ben-Shahar, donc le fameux cours de psychologie positive, que lui va me dire, mais donner la parole au grand brûlé, c'est une chose, mais si vous voulez faire de Mm. vraies transformations sociétales, allez dans les endroits où on prend les décisions. Allez en entreprise pour faire en sorte de eh bien, influer dans ce que vous apportez en termes de communication sur quelque chose qui serait de l'ordre du positif. Et donc, petit à petit, je vais travailler avec des premiers clients que Tal Ben-Shahar va me proposer. Et puis, je vais rencontrer aussi en France des grands noms du monde du coaching. Je pense à David Bitton et son agence de coaching, ou alors Turning Point, ou alors Bruno Madinier. Donc des personnalités, ou Sandrine Meffray, des personnalités qui vont en fait venir chercher le cœur d'expertise Avec- théâtrale parce que je réalise en fait qu'on en a besoin. Et c'est seulement après que je me dis, mais finalement, en faisant ça, je me répare moi-même vis-à-vis de ce que j'aurais voulu voir au niveau de l'entreprise lorsque j'étais plus jeune. Mm. Ok. Et justement, comment vous faites le lien entre le théâtre, qui est l'art finalement, et la paix à terme? Alors, en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix, je travaille sur 2 axes clés. Le premier, c'est la question des droits des femmes. Donc, Mm. je suis directrice de la Journée internationale des droits des femmes tous les 8 mars à l'UNESCO. Et puis, bien sûr, le deuxième, c'est l'art, mais l'art au service de la société. Et donc, je suis la directrice de la Journée mondiale de l'art, le 15 avril, que je mets sous l'égide de l'UNESCO et l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, pour montrer comment l'art peut guérir, comment l'art se doit d'être engagé aussi au niveau sociétal. C'est ce qu'on appelle l'artivisme. C'est le mot compact entre artiste et activiste. Et puis l'art et l'éducation à la paix. Donc le lien que je fais entre art, entreprise et paix, il est simple. Dernièrement, j'ai réalisé que je pouvais relier coaching, droits des femmes et paix. Je me suis retrouvée en fait à coacher de plus en plus de personnalités. Des ambassadrices, des femmes de gouvernement. Et je me suis dit: «Mais c'est trop dommage de coacher ces femmes et qu'elles ne se connaissent pas». J'ai donc imaginé des accords, qui sont des accords internationaux de diplomatie féministe, puisque vous savez qu'il existe une diplomatie féministe. Alors attention, hein, le mot féminisme ici, a tout son sens noble, comme il, se doit d'avoir, et pas quelque chose qui est de l'ordre de l'agressivité. La diplomatie féministe, c'est d'ailleurs, une des préoccupations majeures du quinquennat. C'est l'éducation des femmes, c'est l'entrepreneuriat au féminin pour l'autonomie vis-à-vis du rapport financier, c'est plus de femmes aux tables de négociation et plus de femmes dans les gouvernements. Comme je me suis retrouvée à coacher l'ambassadrice des Émirats arabes unis, je lui disais, il y a encore voilà, 1 an et demi, 2 ans, quel dommage qu'on parle toujours des accords d'Abraham et qu'il n'y ait pas l'équivalent Mm. des accords des femmes d'Abraham, Mhm. Sarah et Agar. Et là, elle me répond, mais vous n'avez qu'à le lancer. Donc là, j'enlève, bien sûr, parce que c'est bien trop politique, ma casquette UNESCO et je vais toquer aux différents responsables ministériels des affaires étrangères des pays, Bahreïn, Émirats arabes unis, Israël et Maroc. Et je leur dis, donnez-moi des femmes au gouvernement qui se mettraient ensemble pour signer des accords que j'ai rédigés, copiant les accords d'Abraham, mais sur des choses beaucoup plus sur la diplomatie féministe, beaucoup plus culture et beaucoup plus art. Et ils étaient ouverts du coup à cette Ils étaient approche? ouverts, ça s'est Mm. signé en 2023, bien sûr, bien, bien avant ce qui va se passer le 7 octobre. À partir du 7 octobre, là, on se rend compte qu'au niveau Moyen-Orient, c'est compliqué. Et donc, je vais proposer ces fameux accords internationaux de diplomatie féministe et les accords africains de diplomatie féministe. Et donc aujourd'hui, j'ai plusieurs femmes des pays qui me suivent. Première dame de Bosnie, première dame d'Islande, j'ai des femmes au gouvernement d'Égypte. Là, je suis invitée pour faire signer au niveau d'Abu Dhabi, donc Italie. Donc petit à petit, ça marche très bien. Même, on essaie de toucher aussi à la présidence d'Éthiopie pour les accords africains. On a des ministres
4 femmes du Rwanda. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait ce que moi je définis de l'entrepreneuriat diplomatique. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat diplomatique? C'est de la diplomatie civile. On se rend compte en fait que à différents échelons de la société, on peut faire en sorte que les pays se retrouvent en dehors du politique. C'est juste pour vous expliquer Ouais, le c'est lien que bien. je vais faire entre l'entreprise, la paix et cette notion d'art. L'entrepreneuriat diplomatique, c'est tout un art. Ça peut être au travers de la diplomatie sportive, c'est ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques, Mm. où tout d'un coup, deux pays vont s'affronter en toute, j'allais dire, égalité, malgré les différentes guerres qui peuvent se passer au niveau. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au ping-pong, c'est comme ça que les États-Unis ont pu retrouver un dialogue avec le Japon, rappelez-vous, à l'époque. Mhm. Il peut y avoir de la diplomatie culturelle et artistique, où tout d'un coup, au travers d'un événement, on va retrouver 2 pays qui vont collaborer au travers d'événements culturels ou artistiques. Ça peut se faire au niveau commercial. Et là, je voudrais souligner une initiative excellente, à la tête de laquelle se trouve Gérard Mestrayé, l'ex-PDG de Engie, qui s'appelle le corridor IMEC. Ce corridor, c'est un corridor qui va relier au niveau Moyen-Orient pour pouvoir, on va dire, concurrencer tout l'aspect de la route de la soie au niveau chinois. Et bien entendu, au niveau du passage de la marchandise, on va passer aussi par Gaza. Donc d'une certaine manière, on va essayer, alors en ce moment c'est très compliqué, vous pouvez l'imaginer, mais on va essayer en fait de forcer les pays à trouver une façon ensemble Mmh. De de vivre faire la paix ensemble, ouais. au travers de cet axe économique. Donc vous voyez que l'entreprise, au niveau Alors oui. d'entrepreneuriat Ouais. diplomatique, a tout à fait sa place pour jouer un rôle majeur. Pourquoi? Elle le fait déjà. J'en discutais avec des patrons de très grandes entreprises. Quand vous avez plusieurs endroits, avec plusieurs pôles de distribution de produits, vous faites déjà, d'une certaine manière, de l'entrepreneuriat diplomatique. Pourquoi? Vous avez quelque chose qui est distribué en Ukraine, mais vous avez aussi une façon d'être distribué en Russie. Donc vous devez déjà, d'une certaine Mhm. manière, faire face à ces 2 propositions. Ouais. Comme moi, j'ai à faire face à 2 ambassadeurs ou 2 ambassadrices. Pourquoi ne pas les faire travailler ensemble? Déjà là, on crée, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au niveau du politique dur, quand on voit les sociétés civiles. Elles en ont assez d'être utilisées comme de la chair à canon. Mhm. Au niveau des peuples, les gens veulent être en paix, veulent travailler ensemble. Et donc, c'est de la responsabilité, aujourd'hui, je pense, des patrons d'entreprise de se dire, mais à mon niveau, à mon échelle, j'ai la capacité de faire travailler ensemble 2 personnes qui peut-être ont des a priori terribles l'un envers l'autre. Et pourtant, en faisant cette petite chose, l'entrepreneuriat diplomatique que je fais peut apporter une vraie lumière dans ces temps sombres. Mhm. Et comment justement les patrons qui déjà portent effectivement ces sujets-là peuvent l'évangéliser et faire en sorte voilà, d'attirer aussi d'autres dirigeants d'entreprise ou d'autres acteurs vers cette quête? Moi, je pense avant d'évangéliser, regardez déjà chez vous. Donc porter l'initiative au niveau, je dirais, analytique, au niveau profond, au Mm. niveau hem, vertical. Déjà, être tout à fait propre, parce que c'est vrai qu'en Ouais. entreprise, comme les gouvernements, c'est ça qui est formidable, Mm. C'est facile on de a tout de critiquer en suite face. la Ouais. vitrine. D'accord? Quand Bien moi, sûr. j'ai travaillé avec les Émirats arabes unis, 15 femmes au gouvernement. D'accord? Quand j'ai travaillé avec d'autres pays, il n'y avait pas de femmes au gouvernement. Par contre, Ouais. quand on regarde le nombre de femmes qui ont leur permis de conduire, Mm. donc voilà, c'est vrai qu'en entreprise, on se dit: «Ah, l'idée est géniale. Comment je peux capitaliser pour qu'en termes de visibilité, je» non, pensez pas horizontal, pensez pas expansion. Pensez déjà: «OK, comment je peux être nette, claire sur cette question, moi? Comment je peux essayer de faire en sorte que en interne, je puisse déjà m'appliquer ces choses à moi-même? Et puis, est-ce que moi-même, je suis tout à fait au clair vis-à-vis de mes propres stéréotypes?» Stéréotypes pas seulement de genre, pas seulement, vis-à-vis, des autres personnes, mais est-ce que moi-même, j'ai aujourd'hui des freins où je me dirais: «Ah cette personne-là, non, je vais pas l'aborder. Non, je pense que c'est pas OK». J'allais même dire même au niveau SDF dans la rue. Ouais. Vous vous dites: «Ah non, j'irai pas». Eh ben, forcez-vous à parler. Vous allez voir que c'est des personnes qui sont loin d'être des personnes qui sont pas forcément, fréquentables. Donc juste, pas de devenir ami, avec tout le monde, mais juste essayer d'aller plus loin que ses propres stéréotypes. Une fois qu'on aura travaillé sur soi, une fois qu'on aura travaillé sur l'entreprise, là, parce que vous êtes porteur d'une richesse, là, il sera toujours temps de pouvoir vouloir, partager.
Merci Gila. Justement, vous parlez des stéréotypes et on avait mentionné aussi au téléphone la femina economicus et la masculinité positive. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces concepts et comment ces concepts participent à faire changer les mentalités en entreprise? Déconstruire les stéréotypes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile. Alors, il y a 10 ans, quand je coachais des femmes, elles me disaient: «Vous savez, j'ai peur de prendre l'ascenseur à 22 heures le soir quand, je suis obligée de travailler très tard au bureau. On sait jamais si je tombe sur un prédateur». Aujourd'hui, quand je coach des hommes, ils me disent: «Vous savez, j'ai peur de prendre l'ascenseur le soir à 22 heures. On sait jamais si je rencontre une femme qui commence à me dire que à cause du hashtag #MeToo, je suis un prédateur». Donc on a encore aujourd'hui des stéréotypes terribles. On a la fameuse gender fatigue, qui ne veut rien dire, hein, en anglais, je vous rassure. C'est un mot français, une expression française utilisée pour dire que les hommes en ont ras-le-bol. C'est d'autant plus difficile de pouvoir parler à un public masculin qui est très fatigué de ne plus savoir exactement est-ce que je peux continuer à séduire, pas séduire, est-ce que je peux l'inviter, est-ce que je tiens la porte, ou alors finalement qu'elle aille se faire voir parce que puisqu'elle veut l'égalité, qu'elle paye elle-même ses consommations. Et puis des femmes qui, en fait, voient les choses changer très lentement et continuent à avoir des réflexions machistes. Parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde qui sont à la tête des entreprises, en particulier du CAC 40, je crois qu'on a 4 pauvres femmes sur 40 qui continuent à essayer de se battre pour essayer de parler d'égalité, et encore quand elles ne sont pas en vitrine. On parle de femina economicus quand on parle de l'invisibilité du travail féminin. La notion a été, mise sur la table par la dernière, prix, Nobel d'économie, hein, la docteure Claudia Goldin, qui est professeure à l'université d'Harvard, qui a fait un travail d'archives incroyable en montrant, en fait, comment est-ce que les femmes ont vraiment fait partie de l'économie sociétale, mais une économie qui n'a pas été, justement, documentée. Donc en tant que mère de famille, en tant que tenant la maison, en tant que travaillant, dans, des entreprises familiales, aux côtés de leur mari, secrétaire, assistante. Donc elle montre en fait que le capital féminin, c'est pas seulement tout d'un coup la femme qui va mettre, la veste et qui, dans les années, 60-70 ou 80, va décider de pouvoir, se lancer dans un monde, actif. Au contraire, il y a tout un travail qui montre que la femme n'a jamais été une, quelqu'un de passif qui attend tranquillement à la maison, que, son mari revienne avec, le côté, financier. Aujourd'hui, on essaye de pouvoir faire reconnaître, ce travail d'invisibilité au niveau des femmes, au foyer, et puis on essaye aussi de faire changer la mentalité des hommes. Comment? Eh bien, je travaille sur un programme qui s'appelle Transforming Mentalities, donc transformer, les mentalités, vous l'avez entendu avec un jeu de mots sympathique, pour montrer comment est-ce que les hommes peuvent rentrer dans un cycle de masculinité positive. Qu'est-ce que c'est que la masculinité positive? C'est ce que le docteur Mukwege définit dans, son dernier livre, La force des femmes, comme des hommes qui seraient partenaires de l'égalité pour montrer que les droits des femmes ne sont pas quelque chose d'isolé. Le droit des femmes, c'est quelque chose qui est un droit humain. Aujourd'hui, c'est ce qu'expliquait aussi le docteur Mukwege, quand un homme se présente pour pouvoir soutenir les femmes, pour pouvoir être partenaire au niveau des femmes, les autres hommes ne suivent pas. En disant: «Tu des problèmes de couple. Ah ah, c'est pour ça». Ou alors, «Oui, t'es homosexuel? Tu m'as jamais dit». Donc en fait, le problème, et ça s'est passé avec le docteur Mukwege, lorsqu'il a décidé d'embrasser cette carrière de gynécologie, ses collègues lui ont dit: «Mais t'as des problèmes de couple, qu'est-ce que t'en as à faire des bonnes femmes?» Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pouvoir déculpabiliser les hommes qui veulent être aux côtés des femmes. Et vous voyez bien que je n'utilise pas le mot «aider» pour ne pas qu'on rentre dans une idée de prince charmant à nouveau. Au contraire, comment est-ce que les hommes font en sorte d'être partenaires sur ces Ouais, de questions porter le sujet au d'égalité même niveau, ouais. et décloisonner cette notion de droit des femmes pour dire qu'il n'y a pas des droits Mmh. spécifiques aux femmes, que les droits des femmes sont des droits humains. On le Ouais. pourra d'ailleurs lorsque le ministère de l'égalité arrêtera de traiter les droits des femmes au même titre que le racisme, l'antisémitisme, LGBT, etc. Aujourd'hui, les femmes sont 52% de la population, donc une majorité. Oui. Elle ne doit pas continuer à être traitée comme un Mmh. droit minoritaire. Mmh. OK. Gila, vous qui êtes au contact de personnalités influentes, à la fois, dans le secteur public que dans le monde de l'entreprise, est-ce que vous sentez que les personnes qui dirigent aujourd'hui les entreprises et peut-être aussi la société, ont conscience que l'entreprise peut être un lieu qui contribue à la paix, qu'elle a cette vocation-là aussi, ou pas du tout? Ou est-ce que c'est, un petit peu utopique comme on le disait en introduction?
Une des thématiques qu'on me demande le plus en ce moment de traiter, c'est l'intelligence situationnelle. C'est-à-dire comment réussir à réagir dans des moments d'incertain, dans des moments où on est pris par surprise. Et donc, c'est en fait des questions d'improvisation qu'on me demande de travailler. Ce que je vois, et c'est ce que je dis toujours vraiment lorsque je commence un coaching, ne présupposez jamais la souffrance mentale de la personne que vous avez devant vous en entreprise. Vraiment, ne présupposez jamais la santé mentale de la personne que vous avez face à vous en entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une des choses, et d'ailleurs on le voit pour l'année 2025, une des choses les plus importantes, c'est le côté de santé mentale, le côté de rapport en fait à soi comme étant un être de souffrance et de charge mentale que va m'apporter l'entreprise. Je pense que les personnes veulent avant tout, qu'elles soient en haut de l'échelle ou en bas, trouver une certaine notion de sérénité. Avant la Covid, c'était peut-être plus facile parce que, bon, on pensait à faire du profit, mais on n'avait pas cette notion de souffrance, au niveau santé mentale. Aujourd'hui, vraiment, l'année qui vient, l'année 2025, elle sera sous le signe de la psychiatrie. C'est-à-dire vraiment, c'est une des thématiques importantes, hein, au niveau santé mentale, au niveau UNESCO. Mmh. C'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'il y a une vraie souffrance. Donc j'allais dire, d'un point de vue d'entreprise, faire la paix, c'est pas forcément une priorité. D'un point de vue individuel, faire la paix avec soi-même, la paix avec l'autre, la paix au niveau relationnel, un peu de sérénité, c'est vital. Mmh. Et peut-être que petit à petit, santé mentale après santé mentale, on va réaliser qu'en fait, il y a une vocation de l'entreprise d'aller encore plus loin. Mais c'est pour ça que ce que je dis, c'est déjà regarder à l'intérieur si ça circule bien, si vous-même, en termes de santé mentale, vous pouvez vous dire, OK, je suis solide, je vais encaisser. Et quand vous encaissez trop, sachez où aller pour faire la catharsis. Que ce soit par le théâtre, que ce soit par l'art, par le sport, peu importe, des amis, un psy. Mais sachez comment vider ce trop-plein émotionnel. Et puis ensuite, travailler avec l'autre, puis avec les autres, puis ensuite au niveau du groupe. Donc je pense que, un peu comme les ronds dans l'eau, ça va faire un effet papillon. Mais aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'au niveau de l'entreprise, ce sont d'abord des questions de santé mentale avant de travailler à une paix diplomatique. Merci Ila Avec pour plaisir. votre temps. On a l'habitude de terminer en demandant si voilà, nos invités ont envie de voir au micro quelqu'un d'autre, une personne inspirante qui porterait effectivement ces sujets aussi d'épanouissement, de paix au micro avec nous. Est-ce que vous avez une idée de qui nous envoyer? Moi, j'aimerais bien vous recommander Hubert Joly, qui est un homme formidable, qui a écrit un livre qui s'appelle «L'entreprise, une affaire de cœur» et qui est un homme qui travaillait chez Best Buy et qui en a fait, en fait, ce que Best Buy est aujourd'hui, en expliquant comment est-ce que justement, en travaillant le leadership de cœur, il a réussi non seulement à créer une bonne ambiance, mais à avoir des résultats de profit exceptionnels, Incroyable, vraiment ouais. exceptionnels. Et donc je pense que c'est quelque chose, que vos auditeurs, apprécieront. Avec Super. plaisir, nous le contacterons. Ouais, merci Merci Gila. Ila. Merci de votre écoute.